Bonjour, aujourd'hui dans La Voix est libre, je reçois le journaliste et écrivain Georges Cadiou. Côté pile, Georges Cadiou est un ancien adjoint au précédent maire de Quimper, Bernard Poignant. Côté face, ce retraité de la radio fut une voix du sport sur France Bleu Brésil. Nous allons donc parler politique. Le régionaliste Georges Cadiou sort un ouvrage intitulé La gauche et la revendication bretonne chez Joran Ambanner. Et après une semaine de Tour de Bretagne, eh bien, il sera aussi question de cyclisme avec ce spécialiste de l'histoire régionale du vélo. Vous réagissez sur Twitter, #LVEL Bretagne. Bonjour Georges Cadiou. Bonjour Eric, Devesmat dans le hall. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va commencer par le vélo, si vous voulez bien. On a vécu toute la semaine au rythme de la 49e édition de ce Tour de Bretagne cycliste. On ne va pas refaire le résumé, mais plutôt remonter le cours de l'histoire grâce à vous et cet ouvrage que vous préparez pour le 22 mai chez Locus Solus, un livre intitulé Les pionniers du cyclisme breton de 1869 à 1939. Alors il ne s'agira donc pas de Bobet ou Hinault, mais plutôt des noms succulents. L'Hercule de Plébin, le Crac de Quintin ou encore Petit Breton. Bref, je dirais des inconnus du grand public quasiment aujourd'hui. Des inconnus peut-être pas, mais des coureurs moins connus, ça c'est sûr. Avec une date clé quand même dans cette éphéméride de 1869 à 1939, c'est la date de 1891, c'est-à-dire la création du premier Paris-Brest et retour de l'histoire, 1200 km. Presque 3 jours sans dormir. On va en parler tout à l'heure, mais je voulais rester un petit peu sur le Tour de Bretagne parce que finalement, son ancêtre, c'est le circuit de l'Ouest créé en 1911. Un certain Théodule Pierre, justement, le Crac de Quintin, remporte cette édition. Oui, il remporte cette édition en 1911, organisée par l'Ouest Éclair, l'ancêtre de Ouest France. Ouais. Et cette édition, elle est unique en 1911 parce qu'il y a un petit problème. Il y a, disons que le battu par Théodule Pierre, finalement, va porter réclamation. Alors, il y a un petit peu de reuse, comme on dit en breton, je dirais, au niveau des règlements. Finalement, on ne sait pas trop si Théodule Pierre est confirmé dans sa victoire. Ça se perd un peu, la guerre de 14 arrive assez vite finalement parce que ça traîne dans les bureaux de la fédération à Paris. Et puis il y a un trou de 20 ans. Voilà, quasiment, parce que l'Ouest Éclair décide, puisque c'est comme ça, puisqu'il y a eu des histoires, on ne recommence pas en 1912 ni en 1913. On attend 20 ans et finalement en 1931, il relance le circuit de l'Ouest. Ça aurait pu aussi s'appeler le circuit de Bretagne. Finalement, comme ils vont du côté de Caen, du côté du Mans, du côté également, on va dire, de l'Anjou, on appelle ça le circuit de l'Ouest. C'est organisé par l'Ouest Éclair, c'est sa zone de diffusion. Donc ça convient parfaitement. On voit quelques concurrents, si vous voulez bien, Germain Nicot, Eugène Le Goff ou Françoise. On dit souvent que le Tour de Bretagne, aujourd'hui, révèle des champions. Est-ce que c'était le cas déjà à l'époque? Est-ce qu'il était bon de se montrer en Bretagne? Alors c'était les deux. Il y avait les Bretons qui voulaient rester les maîtres chez eux et ne pas laisser gagner les étrangers. Alors, les étrangers, ça commençait à Paris, évidemment. Puis il y avait les Belges, les Italiens, de temps en temps quelques Allemands qui venaient. Et donc, par exemple, Germain Nicot, quand il gagne en 1931, c'est vraiment celui qui dit en breton Pio Hermestram, qui est le patron ici, c'est moi, et c'est moi qui vais gagner. Et il a effectivement gagné en battant l'un des espoirs du cyclisme français de l'époque, Georges Specher, qui a gagné des étapes, mais qui n'a pas gagné le classement général par rapport à Germain Nicot. Mais 2 ans après, en 1933, Specher gagne le Tour de France et il est champion du monde. Donc, c'était quand même là, en 1931, que Specher s'était révélé. Il faut parler de l'état des routes, de l'équipement des coureurs. Souvent, ils avaient les clés minutes dans le dos, les boyaux autour du cou. On est à des années-lumière du cyclisme moderne. Totalement. Jean-Marie Guasmat, dont je parle dans ce livre, disait à mon époque, les routes, elles n'étaient pas cirées comme elles le sont maintenant. Et c'est vrai que quand on regarde, il y a quelques images dans mon bouquin, il y aura quelques images, on voit les chemins à l'époque, c'était, on va dire le Trobroléon partout, quasiment, avec vraiment des chemins de pierre. Et ils avaient une machine, un vélo qui était beaucoup plus lourd qu'aujourd'hui, les boyaux autour des épaules, autour du cou. Quand il crevait, il fallait qu'il répare tout seul. Il n'y avait pas de dérailleur au début non plus. Même si le dérailleur était connu avant 1914, au début, le dérailleur était
était interdit dans les compétitions. Il arrive à la fin des années 30, en fait. Donc, ils avaient pignon fixe. Alors, il pouvait y avoir 2 ou 3 pignons avec des vitesses différentes, mais il fallait descendre de vélo et puis changer la roue. Quand vous parlez changer de côté. Quand vous parlez des pionniers, on est bien chez des pionniers, c'est sûr. Combien de courses en Bretagne, de vélodromes à l'époque, c'est vraiment le sport numéro 1? C'est le sport numéro 1. Bien avant le football à l'époque, même si le football, avec notamment le Stade Rennais, commence à devenir populaire, le sport des Bretons à l'époque, c'est incontestablement le vélo. Le Marhorn, comme on dit en breton, c'est-à-dire le cheval de fer. Je pense qu'il y avait peut-être là, quelque part, un côté chevaleresque, quête du Graal. Moi, je crois que ça a joué dans l'imaginaire breton. C'est pour ça que j'ai toujours considéré que le cyclisme, le sport en général, le cyclisme en particulier, ça fait totalement partie de l'identité de la culture bretonne. Des courses, il y en avait tous les jours à l'époque. Ça a duré d'ailleurs dans les années 50, avec la période qui suit, l'âge d'or, Robic et Bobet et quelques autres. Mais dans les années 30, il y avait des courses un peu partout. Des vélodromes, il y en avait je ne sais plus combien en Bretagne. Chaque petit village de Bretagne avait son vélodrome. Alors au départ, c'est quoi? C'est plutôt le champ de foire un peu aménagé. C'est-à-dire qu'on passe de la course de chevaux aussi sur l'hippodrome aux courses de vélo. Mais il y avait des courses un petit peu partout dans les villages les plus reculés de Bretagne. Alors, les pionniers des pionniers, ce sont quand même ceux, vous l'avez dit au tout début de cette émission, qui courent le Paris-Brest et retour, Paris-Brest-Paris. La première édition, c'est 1891, et là, un grand champion s'affirme, un certain Charles Théron. Oui, Charles Théron, qui était un des champions de l'époque. Il avait brillé un peu partout en Europe, y compris en Amérique. Il y avait aussi des courses sur piste, notamment à New York, au Madison Square Garden, par exemple. Il avait brillé un peu partout. Il connaissait la Bretagne, parce qu'il avait fait son service militaire à Saint-Brieuc. Et il y avait un pharmacien de Montcontour, Eugène Gendry, qui était un passionné on voit une de vélo. étape à Saint-Brieuc, là. Passage à Saint-Brieuc. Oui, c'est 1891, puisque évidemment, ce Paris-Brest, il faisait Rennes, Lamballe, Saint-Brieuc, Morlaix, Brest, et puis après, retour par le même chemin. Une boucle infernale, non? Absolument, 1200 km, 12 ans avant le Tour de France. C'est-à-dire, c'était vraiment... l'époque héroïque. Vous avez une photo incroyable d'un vainqueur. Il s'appelait Maurice Garin. Je ne sais pas si on prononce Garin, parce que je crois qu'il avait des origines italiennes. Du Val d'Aoste. Alors, quand on voit là son état à l'arrivée, on se demande quand même ce qu'il a pu endurer. Oui, c'est 20 ans avant que Albert Londres emploie l'expression « les forçats de la route ». Mais là, on a l'impression qu'il sort de Cayenne, incontestablement. C'est le Jean Valjean du vélo, là. C'est 1901. Et 2 ans après 1901, 1903, premier Tour de France. Qui est-ce qui gagne? C'est Maurice Garin. Bref, on peut dire que c'était pas du gâteau cette course, même si ça a fini par donner son nom à une pâtisserie. Voilà. Les fabricants de vélos choisissent aussi leurs champions pour vanter leur marque. Le Petit Journal à Paris crée donc cette course. Bref, le vélo est tout de suite un support de pub. Très rapidement. Bien avant d'autres sports, le vélo, c'est vraiment est lié, je dirais, à la vie économique, si on veut, par l'intermédiaire de la publicité. Les journaux lancent des épreuves pour vendre du papier, comme on dit? Oui, absolument, c'est le cas. Le Tour de France, il est créé par Lotto, l'ancêtre de l'équipe. C'est essentiellement pour faire monter les ventes. Il ne faut pas se leurrer. Et puis, les marques de cycles ou les marques de pneus, Michelin, Dunlop et combien d'autres, organisent aussi leurs propres courses pour montrer que leur matériel est le meilleur, évidemment. Alors, il y a un homme qui s'appelle Petit Breton, de son vrai nom Lucien Mazan. Vous dites dans votre ouvrage qu'il est la première star du cyclisme. Incontestablement, parce que lui, comme support publicitaire, il s'est posé là. Il a été utilisé dans un nombre incalculable de pubs parce que Petit Breton, c'était déjà un artiste. Il gagne le Tour de France 1907-1908. Alors, il s'appelle Petit Breton, c'est lui qui a choisi ce pseudo. Il est de la région nantaise, il va passer sa jeunesse là où son père était allé travailler en Argentine. Quand il revient, il lui faut un nom un peu star. Il choisit Breton. On lui dit non, il y a déjà un Breton. Qu'importe, Petit Breton. En fait, le Breton en question s'est tué malheureusement pour lui après sur une piste, mais il va s'appeler pour la postérité Petit Breton 1907-1908. Vous savez qu'en 1908, il fait le Tour de France, il gagne le Tour de France, il est aussi journaliste sur le Tour de France.
Tous les soirs, il écrit pour le Miroir des Sports ou La Vie au Grand Air il a fait un mieux que article. vous, en somme. Hein. Oui, parce que moi je l'ai suivi le Tour, mais je l'ai jamais couru. Moi j'étais en voiture et en moto, c'était plus simple. Alors justement, puisqu'on parle de cette double victoire de Petit Breton au Tour de France 1907-1908, c'est un Breton, Jean-Marie Corre, qui va donner l'idée finalement de créer le Tour de France. Oui, 1895, il se décide parce qu'il voulait faire un exploit encore plus fort que ce que faisait Théron, parce qu'il a lancé défi sur défi à Théron. Et il a eu l'idée de faire ce Tour de la France. Voilà, le Tour de la France, 5000 km, un peu plus de 5000 km en 25 jours, en suivant les frontières, c'est-à-dire le chemin des douaniers en quelque sorte. Donc il suivait presque la plage, et puis les frontières du côté de l'Est, ou bien du côté, j'allais dire, de l'Italie. Et effectivement, il a fait ce Tour de France. Et on peut penser que c'est là qu'a germé aussi dans la tête de certains l'idée de faire un Tour de France en compétition. C'est arrivé en 1903. Un défricheur, un pionnier, comme le dit le titre de cet ouvrage à paraître. Aujourd'hui, les équipes du Tour sont toutes sponsorisées par des marques. Autrefois, il y a eu des équipes nationales. Oui. Il y a eu une équipe de France sur le Tour de France. En 1930, Desgranges, créateur du Tour, père du Tour, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer ici, décide de créer les équipes nationales. On voit une équipe de France. Voilà, il y a l'équipe de France. 36. 36, là, il y a quelques Bretons, notamment le Grévès, 16 victoires d'étape dans le Tour dans les années 30, un grand champion du Morbihan. Et effectivement, on crée les équipes nationales en 1930, France, Italie, Belgique, Allemagne, Espagne, etc. En 1939 arrivent les équipes régionales. Ça a duré jusqu'en 1961. Et les équipes régionales, c'était ce qu'on appelait les corsaires de l'Ouest, ceux qui n'avaient pas été retenus comme Robic en équipe de France et qui disaient c'est comme ça, vous allez voir, avec mes Bretons, je vais faire pétarader et sauter le Tour. C'est arrivé assez souvent. Et je crois que chez les supporters de vélo, il y a encore cette nostalgie des équipes régionales dans le Tour de France. En tout cas, ça crée de l'émulation, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Ça ne reviendra pas. Le marché a changé, l'économie a changé, le sport a changé. Financiers sont trop importants. Mais qu'est-ce que c'était bien quand même, les équipes régionales. Le maillot blanc liseré de rouge, avec les Guinches, Picot, Thomas, Bourlès, Guignolin, Job Morvan et quelques autres. Mais là, c'est l'autre bouquin qui va suivre. Arrêtez avant de nous tirer des larmes. Je voulais un mot quand même sur le passage du Tour de France en Bretagne pour cet été. On a là des étapes à Fougères, Rennes, Mur de Bretagne, Vannes, Plumelec. La fête sera belle. Absolument. Mais vous savez, c'est simple. Quand le Tour de France ne vient pas en Bretagne, c'est pas un Tour de France. Tout simplement. Ah oui, il faut être chauvin. Où est-ce que vous avez trouvé toutes ces archives ça fait 30 ans que je fouille les archives, donc finalement, j'en ai un certain nombre. Et puis, il y a des collectionneurs. Aussi, et puis la passion, qu'est-ce que vous voulez ? On n'y peut rien. Et la presse ancienne, on l'a vu, donc forcément, des gravures, des photos. Je fais confiance à nos ancêtres journalistes. Ils ont raconté toute cette histoire. Je l'ai un petit peu ressorti, on va dire, des archives, des papiers un peu jaunis des archives, pour... en tout cas, ça va nous permettre de la redécouvrir. C'est donc chez Locus Solus et c'est prévu pour le 22 mai, fin mai. Allez, du sport à la politique. Les deux ne sont jamais très éloignés quand on vous invite. En tout cas, c'est ce que croit penser notre dessinateur Loïc Schwartz. Voilà son dessin de la semaine. Je vous laisse découvrir. Il est même venu dans la chambre à coucher. Donc, vous avez l'air de confondre votre lampe de chevet avec un micro. Ouais, j'ai dû faire un rêve. Ça m'arrive. Je me revois encore à une arrivée du Tour de France ou alors sur un terrain de foot. Vous semblez commenter la politique sur un ton de commentateur sportif. Alors on va regarder ça de près puisque cette fois c'est déjà disponible chez Yoran Ambaner, La gauche et la revendication bretonne, un livre qui met en perspective le point de vue de la gauche sur la question régionale, pour faire simple, depuis la Révolution française à nos jours, rapidement, en 200 pages. Pour définir l'auteur un petit peu, je dirais ancien communiste, ancien UDB. Vous aviez quitté votre parti de l'Union démocratique bretonne fin 2013. Vous avez aussi hésité à prendre votre carte au PS après les municipales de 2014, mais vous ne regrettez pas de ne pas l'avoir fait parce que je crois que la politique de Manuel Valls ne vous plaît guère. Mais vous restez, dites-vous, un régionaliste de gauche. Alors première question, qu'est-ce qu'un régionaliste de gauche ?
C'est quelqu'un qui aime sa région, qui veut qu'elle se développe, ça me paraît évident, et puis qui est toujours sur des positions de gauche, on va dire par rapport à la droite, qui est plutôt conservatrice, alors que la gauche, c'est quand même, ça devrait en tout cas être le parti du mouvement. C'est un petit peu comme ça que je le vois. On ne se refait pas. Pas passer avec armes et bagages de l'autre côté, certainement pas. Alors, votre analyse, on avait regardé la défaite des socialistes au départemental récente, y compris dans les Côtes-d'Armor, chez nous en Bretagne, qui a été analysée comme un vote sanction de la politique du gouvernement, plutôt d'ailleurs côté économique et emploi. Alors vous pressentez une nouvelle claque pour les régionales de décembre, mais vous placez au centre de cette potentielle défaite la question régionale et d'abord la réunification manquée avec la Loire-Atlantique. Vous croyez vraiment que ça pèse dans le choix des électeurs? J'ai l'impression que... On verra. Je ne suis pas devin, je ne veux pas jouer les Cassandres, mais tout de même, on risque fort, vu du côté de la gauche et donc du côté du PS, de voir en décembre 2 régions à droite, les Pays de la Loire et la Bretagne. Parce que le poids électoral de gauche de la Loire-Atlantique, avec Nantes-Saint-Nazaire, il reste encore effectif, ne servira, à mon avis, à rien pour empêcher les Pays de Loire de basculer. En revanche, il va manquer à la Bretagne. Ça, c'est ce que je pressens. Donc, on verra. On ne fait pas un découpage avec des vues électoralistes. Tout à fait. Mais en tout état de cause, le PS risque de se mordre les doigts, de ne pas avoir enfin profité de ce redécoupage régional, fait, on le sait, sur un coin de table à l'Élysée, un peu n'importe comment, pour ne pas dire plus. Il risque fort de se mordre les doigts. Alors, il y a des gens aujourd'hui qui interrogent les populations. Le collectif d'IBAB organise des votations citoyennes dans des communes. Il y en a eu récemment, au mois de février. La question qui est posée, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne? Alors, il y a eu Langouette en Ille-et-Vilaine, Soudan en Loire-Atlantique. Alors, les électeurs disent oui, largement dans les 2 cas. Ils disent oui aussi à une assemblée unique. On va en parler tout à l'heure. Mais dans les 2 cas, on oscille entre 15 et 20% de participation seulement. Oui, c'est vrai, ne nous cachons pas. C'est pour ça que je suis de ceux qui demandent un référendum sur cette question, essentiellement d'ailleurs en Loire-Atlantique, parce que c'est quand même le département qui est le plus concerné. Mais très honnêtement, lorsque l'on a redécoupé les régions, moi, je pensais sincèrement que le PS allait se baser sur la commission Balladur, rappelez-vous, qui avait fait un travail de fond pendant plusieurs mois, qui avait consulté tout le monde et qui était arrivé pour tout l'ouest de la France à un modus vivendi qui tenait la route, c'est-à-dire une Bretagne à 5 départements, une vraie région du Val-de-Loire, c'est-à-dire l'Anjou et la Touraine. Oui. La Normandie unifiée, ça c'est fait. Les Normands, ils sont heureux dans l'affaire. Et on arrivait à quelque chose qui se tenait avec une Bretagne tournée vers la mer, une Bretagne maritime à 5 départements, et on aurait réussi, à mon avis, quelque chose d'historique. Au lieu de ça, que s'est-il passé? On a fait ça à la va-vite. Encore une fois, statu quo en Bretagne, oui. Et vous écrivez, pour revenir à la politique, que Jean-Yves Le Drian devra clarifier sa position avant les élections régionales. Lui, il a pesé pour éviter une fusion des 2 régions, Bretagne et Pays de la Loire, mais vous ne le sentez pas favorable, très clairement favorable à une Bretagne à 5? Qu'ils le disent de manière très claire. Je crois savoir qu'il va effectivement mener la liste du PS. Il faudrait que sur cette question-là, il soit extrêmement clair. Parce que un PS jacobin, il va dans le mur au mois de décembre en Bretagne pour les régionales. C'est absolument évident pour moi. Encore une fois, je peux me tromper, mais on verra. Rendez-vous au mois de décembre. Et je ne suis pas sûr que le suffise. Aujourd'hui, les électeurs s'inquiètent quand même beaucoup de l'emploi, de la situation économique. Vous pensez que la question d'une Bretagne à 5 est centrale dans le vote? Peut-être pas centrale, je suis d'accord avec vous, mais importante, ça c'est sûr. Alors, vous nous rappelez aussi que Jean-Marc Ayrault souhaitait fusionner les 2 régions, que Maryse Lebranchu y rajoutait même la Manche. Maryse Lebranchu, que vous qualifiez, je cite, de sous-ministre. Oui, c'est vrai, j'ai la dent dure. Vous avez un contentieux personnel avec la ministre de la décentralisation? Non, absolument. Qu'est-ce que vous entendez par sous-ministre? Je pense qu'elle n'a pas particulièrement brillé dans son poste de ministre. Je crois que beaucoup d'analystes l'ont dit avant moi. Mais est-ce que ce n'est pas parce que Manuel Valls lui a retiré une part de son ministère? Ça, il faudrait lui poser la question. Je ne sais pas. Mais en tout état de cause, elle avait un gros dossier. Qu'en a-t-elle fait?
pas grand-chose. Alors on a vu aussi, la Bretagne en tout cas. On a vu des scores, je reviens à ces départementales, des scores faibles de l'UDB, disons-le. À côté, il y a un électron libre chez les régionalistes qui s'appelle Christian Troadec. Alors il fait pas non plus de raz-de-marée, mais il fait quand même son entrée avec Corinne Nicole au Conseil du Finistère. Qui doit aujourd'hui porter le combat des régionalistes ? C'est simple, moi je pense qu'il faut une liste de gauche régionaliste. Donc effectivement, a priori, je pense que Christian Troadec est le mieux à même de mener cette liste à condition il faut se démarquer du PS élargie. Oui, je pense. À condition qu'elle soit élargie. Premier tour, en tout cas, il faut se démarquer. Après, il peut y avoir des alliances, vous savez comment ça se passe pour le deuxième tour. Mais au premier tour, il faut une liste bretonne de gauche. C'est vrai qu'a priori, c'est Christian Troadec le mieux placé pour mener cette liste. Bon, il faudrait qu'il sorte un peu du centre-Bretagne. Mais son combat est peut-être la présidentielle désormais. Oui, justement, il ne faut pas qu'il se disperse. Si je peux lui dire amicalement, il ne faut pas qu'il se disperse. Vous pensez le vrai combat, c'est... Non. Cette démarche pour la présidentielle restera anecdotique, selon vous ? Je ne sais pas, je n'ai pas dit ça. Mais le combat actuel des Bretons de gauche, et il en est, ce sont les régionales du mois de décembre. C'est là-dessus. Il ne faut pas se disperser et essayer de sortir du centre-Bretagne. Parce qu'il fait de gros scores à Carhaix et autour. C'est déjà moins net à Nantes, oui, bien sûr, à Rennes aussi, et dans les grandes villes. Donc il faut effectivement sortir du centre-Bretagne, mais je pense qu'effectivement, il est le mieux à même de la mener, cette liste. Élargie quand même, bien sûr. Alors, votre regard est historique dans votre livre, donc on va parler un petit peu d'histoire. Quelques étapes. Sur la langue bretonne, par exemple, puisque c'est central aussi dans la revendication du combat régional, le clergé du 19e siècle protégeait beaucoup la langue, mais les républicains acharnés disaient oui, c'est pour mieux préserver ces ouailles de la modernité. Oui, mais le clergé ne l'a pas caché. C'était une muraille de Chine. Ils l'ont dit d'ailleurs. Ça a été écrit par certains ecclésiastiques. Empêcher en fait la langue française d'entrer en Bretagne, donc maintenir la langue bretonne, c'était aussi, Déguigné l'a dit aussi, maintenir les Bretons dans une certaine ignorance des idées dites de progrès, le socialisme, la République, le radicalisme et le reste, bien entendu. Mais le tort des républicains bretons de l'époque, puis des socialistes et des radicaux, avant qu'avec des gens comme Émile Masson, ça change un petit peu, a été très certainement d'ignorer qu'une bonne partie finalement de l'âme bretonne, c'était la langue bretonne, et qu'il aurait fallu effectivement prendre cette question-là à bras-le-corps pour mieux convaincre les masses bretonnes de la justesse de la République. Alors Yann Soyer était moins clivant, sans doute. Lui dira que l'instituteur devait parler breton, justement, pour porter les idées de modernité en breton et les idées de la République en breton auprès des élèves. C'est un discours plus moderne, sans doute, oui, déjà. Mais ce discours, Charles Brunelière, en 1914, socialiste nantais, créateur de la Fédération socialiste de Bretagne à 5 départements, il le portait aussi. Puis après, il y a eu Cachin, par exemple, Marcel Cachin, un des créateurs du Parti communiste, qui a tenu également ce discours dans les années 20 et 30 avec Émile Masson. Il y a, et je le rappelle dans mon livre, eu beaucoup de contacts entre, on va dire, le mouvement breton au sens large du terme et le mouvement progressiste de gauche, républicain, socialiste et communiste. Il y a eu la guerre. Alors voilà, qui a cassé beaucoup de choses. Il y a eu la guerre, et puis il y a des partis de gauche, a priori, très favorables à ces revendications. On peut parler du SFIO de Léon Blum, ou encore plus du PC, qui est très puissant après-guerre, qui finalement s'éloigne du fait de l'image ternie par la collaboration de mouvements. Il y a un double phénomène, par exemple pour le Parti communiste, effectivement. Il y a cette question de la collaboration d'une partie du mouvement breton pendant la guerre. C'était le sujet de mon livre « L'Hermine et la Croix gammée » il y a une dizaine d'années. Et puis, il y a le stalinisme, il ne faut pas l'oublier, qui fait qu'à un moment donné, le Parti communiste français s'occupe plus tellement de ce genre de revendications, parce qu'il y a autre chose à faire. Un PC d'ailleurs qui défend l'international. Oui. Vous avez adhéré finalement à un parti qui n'était pas du tout fédéraliste. Ah non, à l'époque non. Mais c'est une de vos contradictions ? Non, chacun peut changer. Ah, vous avez donc changé ? Oui, j'ai quitté le Parti communiste en 1979, comme je l'ai dit, pour 3 raisons essentielles. L'invasion de l'Afghanistan, le bilan dit globalement positif, vous vous souvenez Georges Marchais, parlant des pays de l'Est,
Et puis la question de Plogoff, quand même, ici, avec la volte-face du PC, d'abord opposé à la centrale, et ensuite partisan de la centrale. C'était un peu trop, j'avais quelques responsabilités, mais je suis parti. Ça démontre quand même que même quelqu'un comme vous, militant, là vous publiez un ouvrage où vos opinions sont très claires, vous n'aviez pas cette conscience fédéraliste à cette époque-là. Absolument. Donc ça veut dire que ça n'imprégnait pas toute la gauche. Absolument, mais c'est pour ça que je ne désespère pas que cette évolution des choses puisse se faire aussi chez d'autres. C'est-à-dire, finalement, moi j'ai découvert la Bretagne comme beaucoup quand je l'ai quittée, quand j'étais à Paris. Bon, alors, on se promène dans le temps. Hein. On apprend, par exemple, que la Commune, en 1871, avait déjà une vision fédéraliste à sa manière. Vous rappelez aussi les discours enflammés de François Mitterrand à Lorient, un certain 14 mars 81, pendant la campagne présidentielle. Réparation historique, bien sûr. Et puis, il y a eu un décalage, évidemment, entre le discours et les actes après l'élection. Dernière chose, tout de même, la droite n'a jamais non plus été unanime sur ces questions. Pourquoi vous dressez ce procès, entre guillemets, à la gauche, alors que finalement, vous vous adressez aux Jacobins en général, qu'ils soient de droite ou de gauche, non ? C'est vrai, mais je m'occupe de mon camp. Moi, je suis à gauche, je veux que la discussion, voire la polémique, s'installe entre nous. Gens de la même famille, donc à gauche. Mais je ne me fais aucune illusion sur la droite. Si demain, l'ami Le Fur est président de la région de Bretagne, Vous pariez que vous aurez un nouveau livre à écrire. Peut-être bien. Je rappelle que La gauche et la revendication bretonne, c'est donc sorti chez Yoran Ambaner. Il y a aussi votre livre à paraître sur le vélo chez Locus Solus. Et maintenant, on va encore parler d'un autre livre dans notre coup de cœur. Voilà, ce livre, c'est celui de Hervé Hamon. Ça s'appelle « Pour l'amour du capitaine ». Hervé Hamon, un auteur que vous connaissez évidemment. Alors, c'est un roman d'aventure édité au Seuil. C'est la suite de Paquebot. Même si on peut prendre le récit en cours de route, on ne sera pas perdu. Les aventures du capitaine Shrimp et de ses passagers sur un paquebot qui vogue de Miami vers le Chili pour une croisière pour la planète, pour défendre l'environnement, mais évidemment, rien n'est vraiment conforme aux apparences. On y croise Bebop, Santucho, Corbe ou la très belle Pamela, bref, de nombreux personnages truculents. D'ailleurs, Hervé Hamon qui sera présent au festival Étonnant Voyageurs, et nous aussi, ce sera le 23 mai, nous vous proposerons 2 émissions spéciales, La Voix est libre, comme chaque samedi matin, et puis une émission l'après-midi, où nous irons à la rencontre de nombreux auteurs, comme Mona Ozouf, par exemple, fille de Yann Soyer, dont nous avons parlé tout à l'heure. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de la libération de la Poche de l'Orient. Vous qui aimez l'histoire, eh bien, cette émission y sera consacrée. On aura recueilli au préalable des témoignages dans le pays de l'Orient, et puis on se replongera dans les images d'archives de la Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette émission, et puis merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est le journal. Très bon week-end. Merci.